Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les plateaux de l'après-midi de Sira TV avec dans quelques instants Restocco. Ils font bouger la restauration collective, on en parle dans quelques instants. À 14h45, ce sera Isara avec les référentiels qualité. À 15h30, RPF Cuisine Pro avec l'environnement. Nous parlerons du froid dans les métiers de bouche, ce qui a changé au 1er janvier 2015. À 16h15, nous parlerons avec Kingcom Food is Social. Nous parlerons justement des réseaux sociaux. Ça tombe bien, c'est un sujet d'actualité puisque la moitié était en panne ce matin. Et puis à 17h, j'aurai le plaisir de vous animer le centre culinaire contemporain avec un débat sur l'alimentation. Ce sera donc à 17h avec le centre culinaire contemporain. Pour l'instant, je passe la parole à Laurent Terrasson. Une demi-heure de débat avec Restocco. Ils font bouger la restauration collective avec une présentation d'expérience, de retour d'expérience et de restaurants de collectivité des secteurs scolaires, santé et entreprise. Laurent, bonjour. Bonjour. Est-ce que j'ai le micro? Ça va? On est en direct. Donc, ça va bouger. Vous êtes prêts? Je vous sens complètement énergique. C'est quoi? C'est la digestion? Bon. Alors, vous allez voir, c'est eux qui vont bouger. Ils vont se présenter très, très rapidement. Vous dites ce que vous faites et le nom, éventuellement le prénom, c'est mieux. Bonjour, Monsieur Muscat, restaurant administratif de Lyon, je suis le directeur. Vous entendez? Vous m'entendez? Voilà. Bonjour, Monsieur Muscat, restaurant administratif de Lyon, j'en suis le directeur. Nous faisons environ 1200 couverts, enfin on espère, puisqu'on réouvre notre restaurant qui sera tout neuf la semaine prochaine. C'était trop long, mais c'est pas mal. Bon. Beaucoup plus court, Thierry Audemars, restauration de la ville de Villeurbanne, 7000 repas à destination du scolaire essentiellement et de la petite enfance. Super, on commence, là on s'échauffe, et là... Philippe Lulin, j'ai cessé mes activités, voilà, et aujourd'hui au service de la restauration collective au travers le réseau Restecco. En fait, tu cesses pas du tout ton activité, mais ça c'est n'importe quoi. Alors, et après, Franck? Alors, Franck Berger, moi je suis ingénieur en restauration collective de santé au centre hospitalier d'Aurillac. Alors moi je suis rédacteur en chef de ce magazine. Franck collabore, c'est un grand spécialiste des cuissons un peu complexes. Hein? Oui, Exactement. la vie c'est une chose complexe, il faut le savoir, et les cuissons de nuit sont encore plus complexes. On ne fait pas de lien comme ça, d'accord? On ne se perd pas dans des digressions. Hein, il est complètement inopiné. Mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Alors, Restocco, vous connaissez Restocco, cette association? Non, vous ne connaissez pas du tout? Bon, je vois que la salle est complètement dans cette énergie que j'attends, c'est-à-dire qu'on va bouger. Non, vous ne connaissez pas du tout. Alors Restocco, Philippe, en 2 mots, tu peux me dire ce que c'est que Restocco? Alors Restocco, c'est un réseau qui fédère, c'est peut-être pas tout à fait le mot qui convient, mais qui fédère les associations autour de grands projets. Ah, est un grand projet, alors vas-y, en 2 C'est pas mots. moi qui ai un grand projet, c'est le métier qui a un grand projet, c'est nos secteurs d'activité qui ont des grands projets. Entre autres, ce qu'on appelle, nous, l'accord collectif, qui a pour vocation... Vous entendez? Donc, qui a pour vocation de faire évoluer l'offre alimentaire, la nutrition, la production, la terre, etc., depuis le début, la fabrication des produits et la distribution. Oui, en fait, la restauration collective, ça vous inspire? Non. On n'a pas le culte des personnalités comme la restauration traditionnelle. Donc, on travaille sur le collectif. Qu'est-ce que le collectif peut apporter? Vous avez tous compris ce qu'il a dit dans son accord collectif? C'est-à-dire, en fait, de travailler du champ, de la fourche à la fourchette, c'est ce qu'on dit, hein, non? Voilà, en maîtrisant et en améliorant constamment, puisqu'on n'en finit jamais d'améliorer les choses dans notre métier. Depuis 30 ans, je participe à cette évolution et je me rends compte qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses à faire. Oui, mais ça bouge depuis... Alors, ça bouge, c'est justement notre sujet. Ça bouge depuis le Grenelle de l'environnement, c'est essentiellement ça? À peu près, oui. C'est-à-dire à peu près. Moi, j'aime pas les à peu près. Là, on est là pour être très précis parce que j'ai une dame qui nous questionne déjà des yeux. Et là... c'est difficile. Il faut être précis. Non, il y a les accords collectifs. C'est une loi qui, depuis 2012, en réalité, met en place ce genre de projet qui se fait par secteur d'activité, et notamment, nous, la restauration collective, quoi. Avec... non, mais vas-y, c'est bien. Mais attends, mais tu étais sur ta lancée, là. C'était très si vous voulez, parfait. alors, si vous voulez, on captait l'auditoire, c'est ça, tu vois. Si vous voulez, cet accord collectif, bien entendu, repose sur un partenariat et une volonté de vouloir faire les choses. Alors, un partenariat entre l'État, bien entendu, et le secteur professionnel, public et privé.
Et Bon. donc à cet effet, les associations de la restauration collective, de tous secteurs confondus, hospitaliers, scolaires, adultes, aussi restaurants d'entreprise, se mettent en commun pour élaborer ce projet d'accord collectif qui, à mon avis, sera un grand pas, si on sait faire, bien entendu, passer l'information sur le terrain. Bon, alors passer l'information, c'est un peu mon boulot. Mais alors, justement, je vais passer la parole. Est-ce qu'à Lyon, au restaurant administratif, ça bouge et quelles sont vos priorités? Alors, bien évidemment que ça bouge. En tous les cas, on fait en sorte que ça bouge encore plus chaque jour. Vous avez foutu le feu déjà. Bah voilà, comme Le ça restaurant ne a bougeait fait- pas, on a dit bah tiens on va. Non, je plaisante. C'est vrai que ça a été Très c'était dur une pour l'équipe, expérience ouais. pour une équipe, 27 personnes. Donc là, il a fallu en effet vraiment se bouger. On se bougeait déjà beaucoup. Non, Et- la cuisine a pris feu. Voilà. Et C'était une expérience assez extrême, hein, c'est ça? vous m'entendez? Oui, merci. Donc oui, on a été obligé vraiment de redémarrer à zéro toute notre démarche, toute notre réflexion, et on a à travers cela évidemment utilisé ce temps qui était devant nous pour tout ce qui est formation. C'est-à-dire que vous vrai- n'avez rien foutu. Après l'incendie, vous avez. Alors, quand tu dis ce temps-là, c'est. On a déjà dans un premier temps, c'était faire en sorte que le restaurant continue à fonctionner. Ah, parce Euh, que vous n'avez pas fermé la cuisine. On n'a pas fermé la cuisine. Non, on a été, j'ai envie de dire, ingénieux. On a essayé de trouver la solution pour permettre à tous nos clients de continuer, à ceux qui le souhaitaient, de venir déjeuner au restaurant, malgré qu'il n'y avait plus de restaurant. Donc c'est vrai qu'on a dû trouver des solutions parallèles, tout en mettant en œuvre dans un délai assez court. En œuvre, c'est un lyonnais, le Oui. cône, c'est ça, hein? Bah oui, ma foi. Et pour combien de repas? Rappelle-le, parce qu'il y en a qui sont un petit peu perdus. On faisait des services à 1400, 1500 couverts. Et donc, c'est vrai que et même après l'incendie, vous non, faites ça quand même. non, ça a été compliqué et on s'est vraiment mis en quatre pour tous les jours conserver nos clients et se poser les bonnes questions, puisque comme je viens de le dire, c'est des clients et évidemment on est au pied du centre commercial de la Pardieu, donc évidemment c'est pas ce qui manque en restauration. Ouais, tu aurais pu perdre tes clients. Mais oui, on en a perdu quelques-uns et ceux que nous avons perdus, tous les jours on essaie de faire en sorte de les récupérer. Donc on les récupère un après l'autre. Mais C'est de ça la fonctionne. propagande, vous savez, ils vont manifester à la Pardieu, Tout à fait. arrêter la restauration snacking, et nous, on vous propose quoi? À table, vous proposez quoi? Tout, du traditionnel, mais oui, tout. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on est parti du principe qu'aujourd'hui, voilà, un client, alors on va travailler avec des produits de qualité, on va travailler avec des produits évidemment C'est quoi les bio. produits de qualité? On parle toujours de qualité. Eh bien, on s'est posé cette question au restaurant. On s'est posé, en tous les cas, pour notre restaurant, c'est quoi la qualité au RIL, au restaurant administratif de Lyon? Et on a travaillé dessus. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, ça fait partie des choses qu'on a travaillé pendant 2 ans. Oui, mais quoi attends, la qualité au RIL? concrètement, c'est quoi un produit de qualité? Ça vient du Brésil? C'est un truc un peu exotique? C'est Non, quoi? un produit de qualité, c'est déjà un bon produit au bon moment, c'est-à-dire avec sa saisonnalité. C'est un produit qui va avoir du goût. C'est un produit qui va créer une différence, qui va créer une atmosphère. Mais la qualité, c'est pas aussi qu'un produit, c'est aussi une ambiance, c'est aussi une atmosphère, c'est aussi l'accueil du client, parce qu'on peut très bien avoir un bon produit. Et donc, on s'est remis en cause sur tous ces sujets. Et c'est du fait maison? Oui, Oh merde! oui. Et vous vous Zut, rendez compte, en restauration collective, Oui. ils font du fait maison? nous avons créé un logo, le 100% RIL. Le 100%? Le 100% RIL. C'est-à-dire que RIL, le RIL, ah client- oui, c'est ça, restaurant. RIL, restaurant Ouais. interadministratif de Lyon. Le client qui vient déjeuner chez nous, aujourd'hui 100% RIL, à chaque fois une entrée, un plat, un dessert, le logo 100% RIL, il sait que c'est fabriqué sur place. Et il y a beaucoup de logos 100% RIL. Et vous faites de la bio, des trucs comme ça? Oui, le bio, le local. On se remet en question tous les jours. Pas plus tard que tout à l'heure, j'étais aussi avec l'association Bleu Blanc Cœur. On essaye d'avancer et c'est pas parce qu'on est sur un dossier qu'on ne le remet pas en cause pour pouvoir faire mieux demain. Et à Villeurbanne, c'est comme ça bouge ou c'est vraiment... Non, c'est bon, vous avez 2 micros, j'ai fait exprès parce que vous allez parler. Alors, nous sommes encore des enfants. Nous avons à peine 5 ans d'existence, donc on est vraiment tout jeune, très jeune. Mais Donc on va parler de la maternelle. la maternelle, on a quelques principes, effectivement, comme disait M. Muscat, sur la saisonnalité, sur la qualité. Notre objectif, c'est que les enfants mangent bien et apprennent à bien manger, surtout. C'est vraiment le leitmotiv. Et après, on nous cherche à s'amuser. Maintenant qu'on a fait connaissance avec notre outil, qu'on le maîtrise un petit peu plus, on s'amuse, on développe des cuissons de nuit. C'est génial, ils s'amusent. Voilà, c'est génial. Non, mais attendez, en restauration collective, vous vous amusez. Vous vous foutez de moi, là? Sur 7000 repas, on s'amuse. Sinon, quel intérêt de venir travailler le matin? Ben voilà, la bonne humeur. C'est mieux.
Mais c'est terrible ça. Mince, je vous pensais dépressif en restauration collective. Ah, on l'est quelquefois, parce Ah, que le bon. contexte n'est pas forcément favorable. Il y a plein Mais d'éléments vous, qui font... vous avez des moyens? Combien vous mettez dans l'assiette à peu près? On n'a pas beaucoup de moyens, on met 1,40 €, 1,45 €. Ah, et vous arrivez à faire la cuisine? Et on arrive à faire la cuisine. Et là, je vois la dame de l'auberge Le Grillon, là, qui je fais, oh là, beau Et- cher, là. Qu'est-ce que Et c'est on que ce pourrait truc faire eh concurrence à pas mal de petits restaurateurs quotidiens sans aucune difficulté. Eh ben voilà. Alors, comment vous faites pour, avec 1,40 € dans l'assiette, faire des choses qui sont bien? On achète bien, on achète de saison, on achète local, on privilégie des partenariats, on C'est pas développe plus un cher certain- local? Non, D'accord. non, si on achète le produit quand il pousse dans la C'est région. un peu mafieux, parce qu'il y a le code des marchés publics, je sais pas comment vous faites avec Le, ça. le quoi Bon, d'accord, on passera à autre chose. Si, bien évidemment. C'est des arrangements avec les petits agriculteurs locaux? C'est beaucoup d'imagination, c'est beaucoup de recherche quotidienne pour privilégier tous ces approvisionnements, cette qualité, cette recherche de prix, pour aboutir au fait, parce que c'est pas le tout de se faire plaisir, c'est d'aboutir au fait que les enfants mangent, apprécient et progressent dans leur connaissance de Donc, il l'alimentation. y a moins de gaspillage, je présume. Ils jettent moins? Malheureusement encore trop. Ah, bon, Malheureusement on va beaucoup trop, s'améliorer mais là-dessus. On, Ouais, vous on prenez- travaille aussi sur la gestion du déchet. Et Donc sur- ça continue de bouger. Tu avais raison, Philippe, tu avais raison. Alors, quand même, un mec qui bouge, lui, il est à l'hôpital. Bon, ça se voit pas, il vient d'en sortir. Mais quand même, toi, tu as des astuces pour cuisiner intelligent. Alors ça, je pense qu'en restauration traditionnelle, vous ne connaissez pas du tout la cuisine un peu du futur. Vous voyez, c'est ça, la cuisine du futur. Lui, il m'a aidé. Alors, dis-moi un petit peu ce que tu racontes. Comment tu concoctes tes plats Alors, pour que ça coûte moins cher, en plus? ouais. C'est vrai que moi, ça va faire maintenant, alors ça me fait un peu peur, mais on s'est connus Franck, on y depuis va, 20 on lance, ans sinon avec ils vont Thierry. s'endormir. Et voilà, Tu vois. ça fait 20 ans que je suis en restauration collective. Et quand je suis arrivé en restauration collective, les cuisines centrales, il y a 20 ans, nous expliquaient qu'elles allaient fonctionner avec des produits de 5e gamme, de 4e gamme. Est-ce que vous savez ce que Et c'est qu'on allait, Interro écrite tout à l'heure. et Monsieur. qu'on allait assembler ces produits. Ça, c'était un peu la cuisine du futur. Et je ne sais pas, moi je m'y suis pas retrouvé et j'ai commencé à chercher à comprendre comment fonctionnait, pourquoi on passait là-dessus, pourquoi on passait sur ces produits. Et c'est assez simple, notamment on va prendre le cas des viandes. Moi je vais vous donner 2 rôtis chez vous, vous allez les mettre dans un four et vous allez sortir exactement la même cuisson sur les 2 rôtis. C'est déjà C'est-à-dire- compliqué. C'est-à-dire, Cuire déjà un rôti parfaitement à la maison, c'est Oui. pas facile. Non, c'est En pas cuire facile. 2 pareils. Maintenant on va mettre 50 kg de rôti dans le même four et on va sortir exactement la même cuisson. Comment fait-on? Parce que ce n'est pas les mêmes approvisionnements, ce n'est pas les mêmes tailles, ce n'est pas les mêmes diamètres. Et moi, je suis un fils de charcutier traiteur. Je me souviens que mon père, le soir avant de se coucher, mettait ses rôtis dans le bouillon et les récupérait le lendemain. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser aux cuissons basse température et sous vide. Et un des soucis qu'on rencontre aujourd'hui, et on travaille avec Restocco dessus, c'est la formation initiale des cuisiniers. Quand je veux dire les cuisiniers, on va parler des cuisiniers de restauration collective et même de restauration traditionnelle. Un cuisinier, il y a cuit, il doit cuire. Mais demandez-lui d'expliquer à un cuisinier ce qu'est que cuire. C'est quoi la différence entre une viande saignante et une viande rosée? Qu'est-ce qui fait qu'un légume est cru? Qu'est-ce qui fait qu'il devient cuit? À quelle température ces phénomènes se passent? Et donc voilà, moi j'ai commencé à m'interroger, à me poser la question, à trouver des réponses. Et on sait chaque produit, en fonction de ses qualités intrinsèques, se transforme à des températures précises. Et si jamais vous connaissez la composition de l'aliment et vous savez le résultat que vous souhaitez et à quelle température ces phénomènes se passent, ça change totalement vos organisations. C'est ce qu'on va appeler la juste température de cuisson du produit. Après, j'ai fini. Je vais pas non, prendre mais la... c'est bien, ça, enfin, ça Et vous intéresse, c'est intéressant. On parle de La la juste cuisson. température de cuisson d'un produit, ce qui est génial, c'est qu'un produit, quand il arrive à sa juste température de cuisson, on va pouvoir éventuellement le laisser pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, sans qu'il se détériore. Et au contraire, on va augmenter l'osmose des saveurs. Et là, tu fais des cuissons de nuit, c'est ça? Et Voilà. c'est là que j'arrive Voilà, sur... il vous fait des choses comme ça. Voilà, vous les avez dans le magazine, avec C'est- les courbes de température. Exactement. Et c'est là qu'on va arriver éventuellement à vous allez pouvoir bouleverser totalement vos organisations, puisque si vous connaissez bien les paramètres de couple temps-température, vous pouvez très bien le soir mettre, je dis n'importe quoi, votre bourguignon. Vous arrivez le lendemain, il a une texture parfaite. Au lieu d'avoir perdu sur une cuisson traditionnelle 40 à 45%, vous n'allez plus perdre que 30%. Tu veux Vous dire économisez- sur le sur poids, le c'est poids. ça, ouais. Vous économisez 15%. Donc financièrement, c'est intéressant. Et c'est aussi intéressant en termes de biomasse. J'avais fait un calcul rapide sur la restauration collective. Si tout le monde travaillait en... Biomasse, tout le monde a suivi? Non, j'essaie de voir, parce qu'on n'est pas tous, tu sais, du même niveau. La- Là, parce que la- quand même, celui, c'est un ingénieur.
de restauration hospitalière. Ouais, vous la- rigolez, vous rigolez. Moi, je suis pas allé à l'école. Alors, la biomasse, c'est quoi? Alors la biomasse, c'est la fabrication de muscles de viande. Il faut produire des bêtes. Et pour produire des bêtes, il faut les nourrir. Il va y avoir du carburant pour les transporter, pour aller se faire engraisser, pour les amener à l'abattoir. Enfin, si vous utilisez 15% de matières premières pour sortir la même quantité de produits, mais avec une meilleure qualité nutritionnelle, on va totalement bouleverser nos organisations. On intervient sur la biomasse. Je suis plus sûr de mon chiffre, mais j'en suis quasiment sûr. Si toute la restauration collective et sociale travaillait en cuisson basse température, on économiserait en France la production de 100 millions de tonnes de muscles. 100 millions de tonnes de muscles. C'est pas mal. Par an. Par an. C'est énorme. Donc, en fait, mais est-ce que c'est Alors, attends, mais maintenant, restauration collective, oui. mais en restauration traditionnelle, c'est aussi possible, ça? Alors, moi, je me suis d'abord intéressé aux cuissons basse température et sous vide pour la restauration collective, et je m'aperçois que les restaurateurs traditionnels et la restauration collective, c'est quoi la différence entre les deux? Un cuisinier, qu'est-ce qu'il cherche à faire? C'est quoi la bonne cuisine? Moi, on m'a toujours appris, c'est un produit avec un bon assaisonnement et une bonne cuisson. Voilà, ça, c'est la cuisine. Et c'est la clé de la cuisine. C'est la clé de la cuisine. Et aussi bien en restaurateur traditionnel qu'en restaurateur de restauration collective, on cherche à obtenir ça. Et ce qui est génial après avec ces cuissons de nuit, c'est qu'on va pouvoir aller valoriser des morceaux qu'on n'a pas l'habitude de travailler. On n'a pas l'habitude de travailler certains muscles. Pourquoi? Parce que le cuisinier, il sait associer des gestes, il sait faire des belles cuissons sur des produits qu'il connaît. Mais si vous lui donnez un produit qu'il ne connaît pas, en plus avec des quantités de 100, 500, voire 1 tonne de viande à cuire, s'il n'a pas la technicité parfaite, il ne pourra pas le cuire. 1 tonne de viande à cuire. Bon, vous voyez à peu près chez vous, à la maison, 1 tonne de viande à cuire. Vous êtes d'accord, vous les techniciens, avec les cuisines centrales? Vous faites des cuissons de nuit, des choses comme ça ou pas? Alors pour être tout à fait honnête, nous n'en sommes pas là. C'est vrai que j'écoute monsieur avec grand intérêt. Écoutez, j'espère pouvoir un jour travailler comme vous, mais on prendra contact après. Mais c'est quelque chose de passionnant. C'est vrai que, comme j'ai dit tout à l'heure, on a fait beaucoup de formations. On a parlé de cuisson basse température avec mes cuisiniers. C'est un sujet sur lequel on voudrait aller. Pour l'instant, c'est encore un dossier en devenir. Ça va bouger. Ça va bouger. Ça va bouger. Et chez nous, ça bouge tout de suite, puisque aujourd'hui, on n'est pas encore à la tonne, on est à 600, 700 kilos. Et vous sentez la rivalité entre Lyon et Villeurbanne? Enfin, je ne sais pas s'ils sont tous... Ah non, mais en plus, il y a Strasbourg qui est là. Villeurbanne, la ville différente, oui, forcément. Mais oui, on est complètement dans ce schéma-là, avec plusieurs aspects. Les aspects économiques, les aspects environnementaux, la réduction des poids mis en œuvre, effectivement, c'est une contrainte pour nous importante. Ça nous permet de respecter ces engagements de prix de l'ordre de 1,40 €. Ça permet de valoriser des morceaux qu'on n'imaginerait pas valoriser dans des cuissons de bourguignon. Et ça permet d'optimiser l'utilisation des matériels, des moyens humains et de l'ensemble des moyens concurrents à la fabrication de ce repas, avec une qualité organoleptique qui, en plus, est plus satisfaisante que celle qu'on connaissait jusqu'à présent. Mais c'est la perfection, ce que vous faites. Mais Presque. attends, une cuisson de nuit, ça consomme de l'énergie. C'est quoi ce truc-là? Effectivement, ça consomme de l'énergie, mais par contre, ça va consommer moins d'énergie qu'une cuisson traditionnelle. Moi, je prends souvent cet exemple. Faites un Paris-Marseille, alors c'est pas bien, mais à 200 km à l'heure, vous allez mettre 5 heures. Faites-le à 90 km à l'heure, vous allez mettre, je ne sais plus, 12, 13, 15 heures. Et il calcule tout, hein. Vous avez vu, c'est un matheux, lui. Vous allez mettre 15 heures. Et ben, vous aurez moins consommé en 15 heures qu'en 5 heures. Un four, globalement, les cuissons basse température, ça va se situer entre 60 et 80 degrés. Le four va consommer un petit peu d'énergie à monter à 60-80 degrés. Et après, il y a l'inertie de chaleur qui se fait où il va juste balancer des petites impulsions électriques. On consomme moins d'électricité sur une cuisson basse température de nuit que sur une cuisson dite classique à 140-160 degrés. Ça va? Tout le monde suit, là? Ça vous intéresse? Alors, Restocco, vous faites des formations sur les cuissons, sur ce genre de process? Oui, bien sûr, mais force est de constater qu'aujourd'hui, effectivement, vous voyez, notre métier évolue et que l'on a besoin de transmettre ces informations au terrain de manière à ce que vous puissiez bien comprendre le bienfait de ce genre de pratique. Alors bien sûr, c'est pas pratique, on ne le fait pas partout, mais la nécessité pour le réseau aujourd'hui de faire connaître toutes ces techniques. Ton micro plus près. Donc, si vous voulez, pour ce faire, le réseau, c'est quoi? Je vous l'ai dit, ce sont des associations. Ces associations, pourquoi elles ont voulu travailler sur ce projet? Eh ben, c'est pour bien mutualiser les besoins, les moyens que nous avons, de valoriser nos produits et de pouvoir, confectionner des outils.
Valoriser le savoir-faire aussi. Valoriser le savoir-faire. Il n'y a mais, pas que les produits. Oui, il n'y a pas que les produits. Non, parce qu'il a ses notes. J'essaie de le troubler, parce que sinon il va nous lire son texte. Non, Philippe, pas du vas-y, tout, l'improvisation, pas on du est en tout. direct là, regarde. Sinon, il va s'endormir, regarde le monsieur de Marseille, avec le décalage horaire, il va dire quoi? Et vous faites des cuissons de nuit à Marseille? Sans doute, oui, Non, non, pas vous faites- encore. Alors, et tu descends à Marseille, l'association, elle est dans toute la nation là? Elle est dans toute la nation au travers de ces associations. Hein. Le réseau couvre le territoire national. Hein. Donc, voilà. Et vous avez des formateurs sur Nous différents... avons des formateurs sur différents secteurs. Nous avons un programme, un recueil de formation qui est bien entendu à votre disposition sur le stand Restocco, ici même d'ailleurs. Et vous trouverez toutes les étapes de la plonge au service sur ce logiciel de formation. Est-ce que vous avez un site internet? Bien sûr. C'est pas vrai. Si. Oh là là, vous êtes moderne, qu'est-ce que vous êtes bien. Et vous avez même, j'ai vu des... Attends, comment ça s'appelle là? Tu sais, sur le téléphone là, parce que je vois une spécialiste, tu sais. Comment ça s'appelle les applications? Elle suit. Non, mais il n'y a pas un truc tweet ou je sais pas quoi, vous faites pas des tweets, Oh, certainement. Si, tu vois, là, devant bon. la jeunesse, alors là, je suis perdu. Donc, vous voyez, ça bouge en restauration collective. Hein. Vous aviez là le sentiment quand même que la cantine, oh là là, qu'est-ce que on s'ennuie. Non, il y a des gens qui font des choses bien. Alors, est-ce qu'il y a un impact là par rapport aux enfants? Est-ce que concrètement, ils voient que la cantine, c'est plus que c'était? Malheureusement, pas toujours. Ah, alors pourquoi? Malheureusement, pas toujours, parce que c'est pas le tout de se faire plaisir en cuisine. L'important, c'est de l'accompagner jusqu'à l'assiette de l'enfant. Et là, il y a un travail encore énorme qui est à faire et ça contribue à la réduction des déchets, ça contribue à l'éducation nutritionnelle, à réapprendre à manger des légumes. On parlait de bio tout à l'heure, on peut considérer que le bio, pour l'instant, n'est pas prioritaire. Si c'est pour qu'il C'est parte, pas prioritaire. si c'est Même pour qu'il si parte à la l'État- poubelle comme Ouais. les légumes classiques, autant commencer par des légumes classiques. Et ensuite arriver sur le bio. C'est toute une démarche d'apprentissage, de réapprentissage, de rééducation qui est important, qu'on essaye de mener, qui est très compliqué, mais on y arrive. On a développé par exemple les potages. Et quand on fait découvrir à un gamin qu'il a bu un potage, qui comprenait du navet, qui comprenait du poireau, qui comprenait de la carotte, et qui s'est régalé à boire le potage, et quand on lui énonce la composition de ce potage, il fait une tête absolument effrayée. Bon, on prendra une photo pour voir la tête des gamins à Villeurbanne. Hein, si vous passez par là-bas, vous pouvez manger. À Lyon, en fait, c'est des adultes. Donc, vous les captez peut-être différemment. On est tous des grands enfants, donc c'est vrai qu'on a toujours ceux et celles qui ont des difficultés à vouloir manger les légumes qui vont rester sur des plats bien spécifiques. On essaye évidemment de rester sur des plats traditionnels. Il faut pouvoir, la particularité concernant des restaurants, on va dire d'entreprise, restaurants administratifs ou autres, peut-être par rapport à des cuisines centrales, c'est-à-dire qu'un client qui va venir déjeuner va pouvoir aller là où il le souhaite, s'il veut manger son steak et ses frites tous les jours. Voilà, il va pouvoir. C'est à nous d'essayer de l'attirer vers d'autres prestations, de les mettre en valeur. Et c'est vrai que c'est un défi au quotidien que de dire, voilà, il n'y a pas que les frites, il n'y a pas que les pizzas. Donc on travaille, c'est pas forcément facile, mais on y travaille au quotidien. Je le coupe, mais pour faire bouger, puisqu'on parle de bouger, effectivement, réapprendre aux enfants qu'un légume, ça pousse dans la terre, ça peut passer par la gestion des déchets. On peut composter les déchets. Comment vous faites là, On trie les déchets directement à la table, on les composte, on sort un compost dans lequel on va planter des légumes que les enfants vont suivre, vont ramasser et qu'ils vont retrouver à nouveau dans leur assiette. C'est un marché noir, ça. C'est un marché parallèle. Oh. On détourne un peu le code des marchés pas le publics dire. par Oh ce là biais-là. là là là. Mais l'enfant redécouvre d'où vient le légume et l'apprécie de façon beaucoup plus efficace de cette manière-là. Vous faites un jardin pour les adultes Non, alors c'est vrai que c'est encore un sujet qu'on a abordé, puisque on est aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, sur les travaux, et on a des terrains, un terrain vague. On s'est posé la question de dire, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pousser ici? Pour l'instant, non. Mais c'est un projet, Mais donc tout à ça fait. va encore bouger. Est-ce que tu accompagnes les jardiniers, toi? Je voudrais bien. Non, mais par rapport aux produits de saison, aux approvisionnements locaux, est-ce que vous avez de la formation? Est-ce que dans votre accord collectif, comment vous travaillez? Écoute, comment on travaille? Eh bien, ce sont des ateliers, des groupes de travail qui ont été créés pour réfléchir sur tous ces sujets, qu'ils soient santé, appro, gaspillage, traitement des déchets, formation, enfin tout cet ensemble qui compose nos métiers. Et après, tu fais des recommandations. Voilà, recommandations, on devrait aller plus loin quand même. On devrait quand même faire un peu plus que des recommandations. Il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Ça ne suffit pas, des recommandations. Donc il faut vraiment influer sur les sites.
Si vous voulez, il y a le problème que l'on rencontre bien souvent, c'est du problème de terrain. Nous, on a beau faire tout ce que l'on veut, faire évoluer, expliquer tant et tant de choses. Si on n'arrive pas à faire passer cette information aux cuisiniers, donc c'est tout l'intérêt que l'on a à travers ce réseau de faire passer ces informations sur le terrain, avec bien entendu un outil qui puisse être, il ne faut pas faire une usine à gaz, hein, pas arriver, Oh, ce serait bien. mais il faut avoir quelque chose qui soit mesurable et contrôlable. Il faut qu'on ait un certain nombre d'outils qui permettent de faire descendre l'info. Mais ces qu'elle outils, très remonte. concrètement, c'est quoi? C'est Internet? C'est des Oh, fiches? ça peut être des on n'en est pas là encore. Nous, dans notre accord, on réfléchit à toutes ces pistes. Internet, bien entendu, est incontournable. En fait, c'est épauler les chefs, c'est ça. Voilà, C'est de leur voilà. apporter un conseil. Donc, on peut vous contacter directement et vous apporter finalement une Sans solution. problème, sans problème. Toi, dis-moi, à l'hôpital, parce que c'est vrai qu'on a parlé tout de suite de technique, on est allé très loin, très, très haut. À l'hôpital, c'était Aurillac, c'est ça? Oui. Est-ce que tu achètes des produits locaux? Est-ce que tu as une démarche comme ça ou pas? Non, c'est pas pareil à l'hôpital, je sais. Si, non, c'est pas pareil parce que effectivement, alors il y a des textes qui nous imposent d'acheter des produits bio, Le code des marchés publics, tu veux dire? Et tout à fait. Alors c'est pas dans le code des marchés publics, c'est suite au Grenelle de l'environnement où on doit acheter normalement 20% de produits bio, 20% de produits issus d'agriculture raisonnée. Moi, globalement, l'hôpital d'Aurillac, c'est pas énorme, c'est 700 000 repas par an, c'est un budget alimentaire de 1 400 000 euros. J'ai fait le coût d'intégrer des produits bio qui sont à peu près 30 à 40% plus chers, des produits qui sont labellisés à 20% plus chers. Globalement, la facture se portait à 60 000 euros. Donc j'ai été voir mon directeur, j'ai dit, monsieur le directeur, pour mettre en place le Grenelle d'environnement, il me faudra un chèque de 60 000 euros. Oui, tu as fait ça tout de suite. Bon, j'étais un peu plus... on a bu le café avant. Il me dit d'accord. Il m'a dit mais qu'est-ce que je risque si je ne le fais pas? Je lui ai dit écoutez rien. Il me dit bon écoutez on va essayer de trouver autre chose. Et voilà. Et, non mais je schématise mais c'est presque ça. Pourquoi? Parce qu'on ne nous donne pas... Non mais après je me mets à sa place. Il n'y a pas de moyens supplémentaires qui sont mis en place. C'est contradictoire. Alors si l'État recommande et finalement tu n'as pas les moyens. Effectivement, c'est un peu... je comprends pas. On en a parlé, enfin c'était presque ça, mais hier on en parlait un petit peu sur aussi ce fameux code des marchés publics qui notamment pénalise peut-être des petits producteurs locaux qui seraient peut-être capables de nous répondre à des prix beaucoup plus compétitifs. Et on avait ce discours avec le ministère de l'Agriculture où j'expliquais que... un code des marchés publics. Alors, il y a les MAPA, il y a les dossiers d'appel d'offres. Mais une MAPA, on nous dit que c'est simplifié. On nous expliquait que c'était ça. Marché à procédure adaptée. Ça veut dire que c'est moins complexe qu'un dossier d'appel d'offres. Il a bien retenu sa leçon d'hier. Mais sur une MAPA, vous avez ce qu'on appelle un règlement de consultation, vous avez un CCTP, cahier des clauses techniques particulières, vous avez un CCAP, un cahier des clauses administratives particulières. Il va y avoir des débats. On vous demande de compléter ce qu'on appelle un DC1, un formulaire administratif, un DC2 qui reprend à peu près ce qu'il y avait dans le DC1, mais dans le DC2 posé autrement, et un DC3 qui reprend le DC1 et DC2, DC3 avec des choses en plus et qui sont un peu contradictoires. On a peur. Le producteur, il se dit, mais avec qui je suis en train de travailler là? En fait, oui, c'est en fonction des seuils, on travaille. Mais bon, c'est vrai que là, on a un spécialiste des achats. Non, mais la MAPA, on est déjà dans les seuils. On va encore se battre. Bon, enfin, non, mais c'est très compliqué le code des marchés. Tu me poses la question, je réponds. Mais non, mais c'est très bien, c'est très bien. Mais bon, donc tu n'arrives pas à faire de la bio et des circuits courts à l'hôpital d'Aurillac. Non, et pourtant, moi, je suis dans le Cantal et effectivement, comme plein d'autres départements en France, on pourrait favoriser quand même ces approvisionnements de proximité. Alors, on parle, mais en plus, moi, je suis dans une zone rurale avec de la difficulté d'emploi. Il faut maintenir les emplois. Il y aurait quand même un intérêt énorme à favoriser les approvisionnements locaux pour maintenir le bassin de la population parce qu'il y avait des emplois qui se créent. Mais ça, on n'y arrive pas. Vous n'y arrivez pas? On n'y arrive pas. C'est pas faute de le vouloir. Hein. Il faut le vouloir, mais je pense qu'il y a une volonté politique. Vous êtes soutenu, par exemple, à Villeurbanne. Alors, je ne sais pas si le restaurant administratif, vous êtes une association, c'est pas tout à fait la même chose, mais à Villeurbanne, par exemple, la cuisine centrale, vous êtes soutenu par... Alors, il y a un soutien, il y a une volonté politique qui se heurte parfois à des réalités économiques qu'il faut contourner. Mais il y a des choses, là aussi, pour faire bouger. On arrive à tisser des partenariats locaux avec des producteurs locaux. Dernièrement, on a mis en place un partenariat avec un producteur de pommes. On lui achète ses pommes pour l'ensemble de sa récolte, pour la consommation. À Villeurbanne, ils font des pommes ?
Alors, il n'est pas tout à fait Villeurbanne, il est à Saint-Genis-Laval, c'est à 20 km, 25 km. Et en se rendant sur place, sur son exploitation, on s'est rendu compte qu'il avait 10-15% de sa production qui n'était pas consommable, pas vendable. Et on s'est dit, pourquoi pas faire de la compote? Mais pas vendable, c'est-à-dire Pas pour vendable, la parce que- GMS. Parce que pour la GMS, même pour la restauration collective, parce que pas calibré, parce que pas taché, parce que pas propre à la consommation, à croquer. On fait des compotes pour les crèches tous les jours. On s'est dit, pourquoi pas envisager d'utiliser ces pommes-là pour faire des compotes. Donc Et bouger, depuis, c'est aller sur le terrain, c'est voir c'est aller sur le terrain, c'est rencontrer les gens, discuter, trouver des idées. créer du lien. Ça, j'adore ça. J'adore Et ça. on est passé, Pas alors tout- sur, pas avec tout le monde. Hein. pas sur un salon comme celui-ci, mais on a trouvé un matériel pour pouvoir faire ses compotes. On a trouvé le partenaire, on a trouvé l'intermédiaire, parce que le Code des marchés publics nous interdit de travailler directement avec ce producteur. C'est ça. Donc trouver un partenaire, un intermédiaire qui nous mette en relation et qui nous permette d'acheter ces pommes-là, de travailler ces produits différemment. Et voilà, c'est tout l'enjeu du métier. Au restaurant interadministratif, vous faites ça, vous créez du lien avec des producteurs. Alors, en effet, nous ne sommes pas soumis au marché public. Pour autant, on a aussi des difficultés. On a peut-être des facilités à se rapprocher plus aisément des producteurs. Après, il y a aussi une logique de volume. On est déjà en partenariat avec certains fournisseurs locaux. Par exemple, très concrètement, vous achetez... Alors il y a la plateforme. Bon, sur Lyon, on travaille avec des fournisseurs. Nos salades viennent des Monts du Lyonnais. On travaille avec des fournisseurs qui sont. Mais vous êtes devant les halles. Est-ce que éventuellement vous traversez la rue, vous allez voir Alors c'est compliqué parce que aujourd'hui on est confronté à je crois qu'on commence à en parler. Enfin, je crois qu'il faut se dire la vérité, on commence à en parler. Je suis, moi, confronté. J'ai eu l'occasion d'avoir une visite inopinée des agriculteurs du Rhône il y a quelques semaines de cela. On a beaucoup discuté puisqu'ils sont venus voir si on travaillait des produits français. Donc j'ai été heureux et ravi de leur montrer qu'on travaille bien évidemment avec des produits français. Ah, quand il y a eu les manifestations agricoles, ils sont venus voir ce que vous aviez dans les frigos. Tout à fait. Ah oui, comme au ministère, où ils ont sorti le quoi? ministère de l'Agriculture, etc. Ouais. Donc, Non, pas ministère de l'Agriculture. mais ils font moi, très ministère de attention. l'Agriculture, c'est-à-dire qu'ils ont dit on va visiter, puisque le ministère de l'Agriculture nous impose. Donc, moi, comment dire, nous fournissons des repas pour le ministère de l'Agriculture, donc on était en première ligne, et donc ils sont venus nous visiter. Quelques temps après, on s'est recontacté, on s'est assis autour d'une table, et je crois qu'on est vraiment à l'aube sur ce sujet-là, parce qu'on en parle, mais pour l'instant, là c'est à titre personnel, mais on s'aperçoit très vite qu'on ne maîtrise pas tout à fait les métiers des autres, et on est chacun dans nos problématiques, chacun dans nos difficultés, chacun dans nos besoins, chacun dans nos logiques, et je leur ai dit, mais qu'avez-vous à me proposer? Et voilà, moi, quels sont mes besoins? On peut peut-être travailler différemment. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple planifier un calendrier d'achat de carottes, de pommes de terre. On est sur cette étude-là et sur beaucoup de produits. Et on s'aperçoit, on est en train de travailler sur un projet sur le restaurant. On s'aperçoit que par exemple en France, il y a certains produits qui n'existent pas ou quasi pas, ou en tous les cas pas dans les volumes qu'on aurait besoin. Alors, par exemple eh bien, on a, par exemple, sur notre futur restaurant, on a décidé de mettre en place, nous allons fabriquer, plutôt que de les acheter toutes prêtes, on va faire un kiosque où on va faire les pâtes maison. Ah, des pâtes maison. Les pâtes vous ne les maison. trouvez pas en France? Alors, les pâtes, attends, on cherche de la semoule de blé dure française, si possible bio. Je suis sûr que si j'allais dans une bijouterie acheter un diamant, ce serait bien plus facile parce que je ne trouve pas. Et j'ai fait le tour du salon. J'ai trouvé un petit. Bon, le message est lancé. On mais cherche oui, producteur. J'ai lancé. J'ai une liste. Si, alors, un acheteur là, un deuxième. Tu vois? Voilà les réseaux. Voilà. Mais justement, c'est ce que j'allais dire. Je crois qu'en restauration collective, il y a deux mots importants. Il y en a plein, mais vraiment deux mots, c'est la cohésion. Cohésion avec une équipe, cohésion avec ses clients. Et monsieur parlait tout à l'heure de réseau. Réseau entre les différents restaurants. Tout seul, en tous les cas, nous sommes un restaurant. Et si on ne participe pas, si on n'échange pas avec les autres restaurants, on s'asphyxie, on s'étouffe. Donc on est dans un réseau avec les fournisseurs. Je pense que le mot réseau, c'est un mot important, quoi. Oui, mais un réseau d'être. Oui, enfin, on s'est compris. Ça va. On a presque fini, c'est ça? Ah, 2 minutes. Est-ce que vous avez une question? Essentielle, existentielle surtout. Non? Pas de question? Vous avez tout compris. Je pense que les débats vont continuer sur les achats. Toi, tu as une petite conclusion, toi, quand même, qui a du recul, l'expérience, tu vois comment ça bouge, parce que ça bouge quand même en restauration collective. Tu prends le micro surtout si tu veux parler. Oui, écoutez, je suis optimiste. Ah ben Malgré voilà. tout, je suis optimiste. Et finalement,
sur le devenir de la restauration. Les choses bougent. On voit dans les médias, grand public, des tas d'expériences et d'opérations du plus petit village à la plus grosse entreprise. Et je trouve que c'est beau, quoi. T'es toujours abonné à Closer pardon, à Cuisine Collective, pardon. Oui, non, mais je crois qu'il faut. Ça va dans le bon sens. Il faudra peut-être du temps encore, mais ouais, c'est pour ça qu'on a besoin, tous ensemble de cette cohésion, c'est être humain. Voilà, de ce lien de transfert de connaissances, d'expériences. Dernière chose quand même, avant de terminer, là vous avez un concours, c'est ça? Et ça se passe actuellement, donc vous êtes invité, non c'est ça, allez voir, c'est quoi? Oui, c'est le Gargantua, c'est un concours de cuisiniers de collectivité qui se déroule actuellement, là, il est national, Hall 2. Un concours national qui est passé par des éliminations des concours en province, dans le réseau, Restauco. Et voilà, aujourd'hui c'est la finale, c'est la fête aujourd'hui du c'est bon, réseau Restauco. Qu'est-ce qu'ils font? C'est bon ce qu'ils font? Alors là, je ne sais pas du tout. Oh là. Bon, on va aller voir. C'est la découverte. Je pense qu'il va falloir on rende l'antenne en direct de Cognac Jet. Merci. Merci beaucoup à vous. C'est bon, je te passe le micro. C'est pas, je ne sais plus, moi j'ai pas. Ah non, mais qu'est-ce qu'ils foutent alors? Aucun Sur la problème, technique, mais Laurent. c'est plus que c'était. C'est bon, t'as le micro là. Normalement, j'ai le micro si tout va bien. Est-ce que tu as compris un petit peu ce que l'on a raconté là? Ça bouge, tu vois? J'ai tout entendu, mais on prépare les plateaux suivants aussi quand vous êtes en plateau. C'est vrai, d'accord. Alors, Ok, je comprends. par contre, l'enchaînement est parfait, Laurent, puisque on a parlé à l'instant du Gargantua, et c'est justement ce que j'allais annoncer. C'est ce que tu allais dire, voilà. Donc, écoutez, coordination merci. est parfaite. Je remercie mes invités. Et puis, si vous voulez vraiment échanger avec le réseau Restauco, avec le formateur ou alors avec des gens de terrain qui ont une expérience extraordinaire. Donc vous avez vu la lutte entre Villeurbanne et Lyon. Et qui sort gagnant? Non, il n'y en a pas de gagnant en restauration collective. Regardez le culte. Là, on est dans un réseau, bravo. Ce sera le mot de conclusion, merci beaucoup. Tout est bon? Écoute, je ne sais pas, moi, tu sais, ça peut durer des heures. Après, si on peut faire un numéro de claquette éventuellement ou autre chose. Et tu sais, oui, alors là, on peut vraiment bouger. Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous pour ceux qui nous rejoignent sur Sira TV. Justement, on parlait du Gargantua à l'instant. Eh bien, rendez-vous sur Cuisine en scène dans le hall 2 jusqu'à 18h pour ce concours de cuisine de collectivité. D'autres temps forts cet après-midi sur le Sira, c'est bien sûr le 11e championnat européen du sucre tiré à la Maison de la Pâtisserie. C'est jusqu'à 15h, donc dépêchez-vous si vous voulez rejoindre cette démonstration. Le café chaud, c'est jusqu'à 17h, le Final Coffee and Good Spirits jusqu'à 17h à Café Chaud. Sans oublier bien sûr le Sira World Cuisine Summit à Tendance Pain jusqu'à 17h30 et bien sûr les Bocuse d'Or jusqu'à 18h. Deux mots sur les pôles experts avec le pavillon chic, c'est chaque jour, vous le savez, des conseils personnalisés par des architectes et designers avec le Conseil français des architectes d'intérieur. Et puis dans le pôle expert numéro 2, c'est donc en mezzanine de cette place des Lumières, Ubi France pour les acheteurs internationaux. Ubi France propose des visites guidées et des prises de rendez-vous sur mesure avec les exposants. Nous allons enchaîner dans quelques minutes le temps d'un changement de plateau sur Sira TV. Avec Isara, nous parlerons des référentiels qualité pour les produits marques de distributeurs. A tout de suite sur Sira TV.